Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Kwibuka, se souvenir du génocide des Tutsis au Rwanda. C'était un 7 avril 1994. 30 ans plus tard, le pays rend hommage aux victimes des massacres pour mieux se reconstruire. La cérémonie du souvenir était présidée par le président Paul Kagame devant un parterre d'invités nationaux et internationaux. La République centrafricaine veut lever 200 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux de la CEMAC, de l'argent nécessaire pour densifier le réseau routier du pays et désenclaver ses principaux bassins de production. Et la musique du monde résonne à Praia. Le Cap-Vert était l'hôte de la 10e édition de l'Atlantic Music Expo, un festival 100% gratuit qui a réuni les pointures de la scène musicale et les nouveaux talents de part et d'autre de l'Atlantique. C'est un souvenir douloureux au Rwanda. Il y a 30 ans, le 7 avril 1994, le pays basculait dans un engrenage d'horreur et de massacres qui conduiront au génocide des Tutsis. 800 000 morts en seulement 100 jours, les 3/4 de la minorité Tutsi décimée, mais aussi 2 millions de personnes exilées. 3 décennies plus tard, les séquelles du drame restent vivaces au Rwanda et ce dimanche, le président Paul Kagame, qui dirige le pays depuis la fin du génocide, a allumé la flamme du souvenir à Kigali. Au rang des invités à ce Kwibuka 2024, une pléthore de dirigeants africains, plusieurs officiels et personnalités étrangères comme l'ancien président américain Bill Clinton en poste pendant les massacres et le ministre français des Affaires étrangères. La cérémonie de commémoration était aussi le lieu de prôner l'unité. Il faut se souvenir pour tirer toutes les leçons d'une folie meurtrière qui aurait pu être évitée. C'est le message du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ce dimanche à Kigali. Et je vous propose de l'écouter. 3 décennies après le déclenchement de cette horreur indescriptible, nous sommes toujours interloqués, douloureusement questionnés sur l'absurdité, la déraison, la folie, le dépassement éhonté des limites de notre humanité. Comment? Pourquoi? Pour quelle fin? Quel mobile? Quelle soif étanche-t-on par l'extermination des autres, de tous les autres? Que pourrons-nous dire ou faire aujourd'hui? D'abord, d'accomplir un devoir de remembrance. Il faut en effet se souvenir pour ne pas oublier. Il faut se souvenir ensuite pour comprendre la profondeur des blessures infligées. Il faut se souvenir enfin pour mesurer la bestialité qui somnole en l'homme et trouve paradoxalement un exutoire dans une totale destruction de la dignité humaine, dans les crimes intrafamiliaux et autres commis au grand jour, parfois en plein site religieux, lesquels, dans un tragique retournement inattendu de rôle, s'étaient rendus complices d'une malfaisance inadmissible et généralisée. Le 6 mai 2024, le Tchad devra choisir son prochain président de la République. Alors que la campagne électorale débute officiellement le 14 avril, les 10 candidats validés par le Conseil constitutionnel affûtent leurs arguments. En lice pour le scrutin, le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre actuel, Succès Masra. L'on note aussi la candidature de l'ancien premier ministre Albert Pahini Padaké, investi par le parti RNDT Le Réveil. L'homme de 57 ans dit vouloir restaurer la démocratie, la promotion du secteur privé et la création d'emplois pour les jeunes. Un portrait signé Mahamat Ramadan et commenté par Joël Ballot.
Albert Pahimi Padaké est l'un des 6 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024. À 57 ans, le candidat du parti RNDT Le Réveil repart à la conquête de la magistrature suprême pour la 4e fois consécutive. 2 fois Premier ministre, plusieurs fois ministre et député, il est le candidat le plus expérimenté de cette élection présidentielle. Pour lui, sa candidature vise à pacifier le pays, restaurer la démocratie et l'état de droit, qui sont essentiels pour le développement socio-économique du Tchad. Notre candidature vise à restaurer la démocratie parce que nous avons constaté que depuis son indépendance, le Tchad n'a jamais connu une dévolution pacifique du pouvoir. C'est toujours l'arme qui a été à l'origine de toute dévolution du pouvoir. Notre ambition est donc de faire en sorte que, au terme de notre premier mandat, si nous sommes élus, et nous croyons être élus, que nous puissions passer le pouvoir de façon pacifique à un autre Tchadien pour continuer la construction démocratique. Pour Pahimi Padaké Albert, la question de l'emploi des jeunes et la promotion du secteur privé sont intimement liées. Il estime qu'il faut créer des chaînes de valeur en investissant massivement dans l'industrialisation et la commercialisation des produits agricoles et pastoraux pour créer des richesses et de l'emploi. Le candidat du RNDT, Le Réveil, compte aussi placer les ressources humaines au centre de sa politique de développement et de la reconstruction. Avec un potentiel de plus de 130 millions de têtes de bétail pour presque 17 millions d'habitants, nous avons un potentiel énorme. Il suffit de mettre les ressources pour la création des chaînes de valeur, à savoir des abattoirs frigorifiques pour exporter notre viande, des tanneries pour traiter la peau, des chaînes de cuir pour la fabrication des ceintures, sacs à main et autres chaussures, et la fabrication des boutons à partir des cornes et sabots. Ne serait-ce que ça, nous pouvons déjà employer des milliers et des milliers de jeunes. Il en va de même du volet d'agriculture végétale. Connu pour ses engagements en faveur de la sécurité et de la défense, Pahimi Padaké Albert est aussi un habile diplomate et un panafricaniste convaincu. Il refute les ingérences extérieures dans la résolution des conflits en Afrique qui ne font qu'aggraver les différends. Pour lui, il faut des solutions africaines aux problèmes africains. Pour rappel, Albert Pahimi Padaké est un juriste, un administrateur civil et auteur de l'ouvrage « L'Afrique empoisonnée, pathologie et thérapie des conflits ». La République centrafricaine veut densifier son réseau routier pour accélérer le développement. Et l'une des priorités de 2024 est le désenclavement de l'Est du pays qui concentre la production agricole. Il est aussi question d'aménager des corridors pour se raccorder aux pays voisins. Pour y parvenir, le pays envisage de lever 200 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux de la CEMAC. Séverin Doke. L'un des défis de développement de la République centrafricaine, c'est l'enclavement, le déficit d'infrastructures routières et autres voies de communication. Le pays jouit d'un total de 5 376 km de routes nationales, dont près de 650 km sont bitumées, insuffisantes pour assurer la desserte des régions de ce pays de 623 000 km². Soucieuses de l'intérêt des infrastructures routières comme vecteur de développement, les autorités locales inscrivent au centre des priorités la construction et la réhabilitation des routes à l'effet de stimuler le développement du pays et accélérer l'intégration régionale. Aujourd'hui, notre priorité, c'est le désenclavement de toutes les zones de l'Est, où nous avons une importante zone de production là-bas, et que l'état des routes, depuis un certain temps, les routes en terre ne sont pas entretenues. Mais ceci dit, dans le cadre des projets régionaux, nous sommes en train de faire ce désenclavement vers l'extérieur à travers le projet CD13 qui nous relie avec le Congo, et puis aussi le projet sur la route nationale 8 qui doit nous relier avec le Soudan à partir de Hamdafok. Mais l'un des obstacles à l'atteinte de ces défis est le financement.
Le pays a obtenu la note B en indice de crédibilité financière par Bloomfield Investment Corporation, la première agence africaine de notation financière. Une note rassurante quant à la capacité de remboursement du pays et qui devrait améliorer sa cote de crédibilité sur le marché des capitaux, stimuler l'intérêt des investisseurs envers la RCA et donc permettre au pays de trouver des sources de financement de ses projets de développement. Le pays envisage de lever 200 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux de la sous-région CEMAC. Le défi majeur, c'est le problème des financements. La disponibilité des ressources pour permettre de pouvoir satisfaire cette exigence. Donc aujourd'hui, à travers cet exercice auquel le gouvernement s'est prêté. Le réseau routier centrafricain est constitué également de 3761 km de routes régionales qui sont entretenues par quelques sociétés forestières, notamment sur la route du 4e parallèle, et 15 000 km de pistes rurales très dégradées à plus de 80% suite à l'arrêt des activités des projets agricoles et des agences de développement. 300 millions de tonnes, c'est la quantité de riz consommée chaque année en Afrique subsaharienne, alors que le continent en produit à peine la moitié. Pour réduire les importations de riz en Afrique de l'Ouest, des experts sous-régionaux se sont réunis cette semaine à Abidjan dans le cadre du projet RICOAS. Les réflexions visaient à renforcer la riziculture face aux défis climatiques. Philippe Akoa nous en dit plus. Pour la mise à l'échelle d'une riziculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest, RICOAS, 45 experts de la sous-région se sont réunis du 1er au 5 avril 2024 au Centre de formation de mécanisation agricole de Grand Laou, en Côte d'Ivoire. Ce projet mis en œuvre par l'Observatoire du Sahara et du Sahel, financé par le Fonds d'adaptation à hauteur de 14 millions de dollars, vise à renforcer la capacité des acteurs locaux face aux défis du changement climatique. Le riz est une culture stratégique, donc la sécurité alimentaire passe forcément par le secteur du riz. Beaucoup de pays continuent à être importateurs de riz. En Afrique, beaucoup de pays mangent ce qu'ils ne produisent pas. Et ça, c'est une situation inconcevable. L'Africain, les peuples africains, les sociétés africaines doivent consommer ce qu'elles produisent. La mise en place du projet RICOAS visant à outiller les formateurs nationaux pour sensibiliser et accompagner les producteurs du riz dans l'adaptation de pratiques agricoles résilientes au climat devrait garantir la sécurité alimentaire et le développement agricole dans la région. Nous avons des sites que nous avons déjà prévus. Nous allons former les techniciens animateurs des projets. Et ces techniciens, c'est des techniciens agricoles aussi qui sont dans le domaine de vulgarisation. Au moins une centaine de techniciens seront formés et qui seront mis à la disposition des producteurs. Ces techniciens, à leur retour, vont former les producteurs, plus de 500 producteurs. Avec une prévision d'augmentation de la consommation de riz de 32% d'ici 2025, il est crucial d'adopter des pratiques agricoles adaptées dans un contexte de croissance démographique rapide, passant de 366 millions en 2017 à 450 millions en 2025, afin de préserver la sécurité alimentaire et de stimuler le développement économique dans la région. Et en culture, le Cap-Vert a vibré au rythme des musiques du monde à l'occasion de l'Atlantic Music Expo 2024. La 10e édition de ce festival international s'est tenue à Praia avec une programmation éclectique du Congo au Brésil. Et au-delà de valoriser la création artistique, l'Atlantic Music Expo s'est donné pour pari de créer un marché de la musique aux standards internationaux. Un reportage de Lefty Uno. Situé au large de l'océan Atlantique entre l'Afrique, les États-Unis et l'Europe, le Cap-Vert, archipel de musique, développe depuis 2013 un marché musical visant à consolider la création artistique nationale à l'international grâce à l'événement culturel dénommé Atlantic Music Expo AME. Organisé par le ministère de la Culture et la municipalité de Praia, la capitale du Cap-Vert, chaque année dans le mois d'avril, ce marché musical fait converger des professionnels et producteurs de musique de l'Europe, de l'Amérique du Sud, des États-Unis et d'Afrique vers l'archipel. À travers ce marché de musique, une place primordiale est accordée aux artistes et musiciens talentueux du Cap-Vert. Cette stratégie impulsée par l'ancien ministre de la Culture Mario Lucio, qui a accompagné les premières années de l'Atlantic Music Expo, se concrétise par la diffusion de la culture et la musique créole et capverdienne au monde. De nombreux artistes de l'archipel, terre de la reine de la Morna, Césaria Evora, se produisent en Afrique, aux États-Unis et en Europe. S'il y a une chose qui
qui n'a pas changé depuis toutes ces années où je viens à l'Atlantic Music Expo, c'est la qualité. C'est la qualité des showcases, la qualité technique et c'est aussi la qualité des artistes présents. Et derrière, avoir des échanges lors des B2B avec des producteurs, avec des festivals, avec des médias, c'est une autre partie de la bataille gagnée. L'Atlantic Music Expo constitue un marché musical international, une plateforme d'échange, d'achat et de vente des produits liés au secteur musical. Il s'agit d'un marché attractif qui permet aux artistes et professionnels du secteur de la musique de trouver des tourneurs de musique, producteurs et bookers. Aussi impacte-t-il le tourisme du Cap-Vert. On doit faire une étude, mais par exemple, les hôtels sont tous remplis. Les avions aussi, il n'y a pas de voiture pour rent-a-car. Les restaurants sont tout pleins. Tu veux les gens dans la rue, c'est un mouvement très grand. Les bars aussi, tout ça, on peut voir qu'il y a de l'argent qui entre dans l'économie. La 10e édition de l'AME s'est tenue du 1er au 4 avril 2024 à Praia, capitale du Cap-Vert. Chaque année au Cap-Vert, 70 festivals sont organisés sur 9 îles de l'archipel. Ces festivals impactent l'économie culturelle et touristique de l'archipel de la musique. En 2023, les organisateurs de l'Atlantic Music Expo ont investi près de 165 000 € dans le cadre de la 9e édition du festival. C'est la fin de cette édition du journal. L'information continue sur Africa 24.